Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Explorescence le podcast, un podcast autour de la famille et de la parentalité. Je suis bien entendu en compagnie de Laura. Bonjour. Et nous recevons aujourd'hui Charlotte. Bonjour. Je laisse Laura nous présenter Charlotte. Aujourd'hui donc, nous accueillons Charlotte. À 30 ans, elle a déjà vécu plusieurs vies. Des études en diététique, en maquillage, des années à travailler en pharmacie, ainsi que dans un institut de beauté. Mais au fil de son chemin, elle a découvert que ce qui comptait vraiment pour elle, c'était d'écouter ses ressentis, son intuition, et d'en faire sa force. Charlotte est une maman chat, une femme lumineuse, passionnée par les tatouages, mais aussi par tout ce qui touche à la lune, aux cartes, aux nombres, aux signes. Elle aime ressentir, capter, accompagner. Depuis 1 an maintenant, elle a ouvert son cabinet de reconnexion corps, âme et émotion. Un lieu qu'elle a voulu comme une bulle de renaissance où chacun peut se déposer et retrouver son énergie. Travailleuse, créative, elle n'a pas peur de suivre ses élans et de lancer de nouveaux projets. C'est une vraie femme d'intuition et de cœur et on est très heureuse de la recevoir. Merci beaucoup. Cette présentation te convient? Est-ce qu'elle est complète? Elle est incroyable, ça me touche beaucoup. Ravie que cette présentation te plaise, Charlotte. Pour commencer, devant toi, nous avons aligné plusieurs cartes qui font partie du jeu On Papote, créé par Maud Nally, illustré par Stéphanie Meyer, aka Eve Hill. Est-ce que tu peux choisir celle qui t'inspire et répondre à la question qui est derrière, s'il te plaît? Je vais choisir le changement, puisque du coup, c'est un peu ce qui m'arrive en ce moment. Rappelle-toi d'un changement que tu n'aurais pas aimé. Que pourrais-tu faire pour t'y habituer ou le rendre plus agréable? Un changement que je n'ai pas aimé. Mon problème, c'est que j'aime tous les changements. C'est que le changement me fait pas peur, dans le sens où le changement, il a toujours quelque chose à t'apprendre. Donc oui, il y a des changements qui sont très compliqués, mais je trouve qu'il y a toujours quelque chose à en tirer de ces expériences-là. Alors, comment s'y habituer? En acceptant le changement, je pense. Eh bien, merci. Merci. Je suis pas sûre que le changement soit un problème, effectivement, Non. quand il est accepté de cette manière-là. Charlotte, j'ai une question à te poser. La même pour tous. Comment tu pourrais me définir la parentalité ou ta parentalité? Alors, la parentalité, pour moi, c'est avant tout, déjà, c'est un accompagnement. Il faut être prêt pour faire cet accompagnement-là. Moi, mon sujet de la parentalité, il a énormément évolué parce que moi, à 16 ans, j'avais envie d'avoir un enfant et je me disais, mais c'est le but de ma vie, j'aurai un enfant à 16 ans et si j'ai pas un enfant super jeune, c'est nul. Parce que du coup, après, je serais trop vieille et puis il va rentrer à l'école, je serais vieille. Voilà, je me suis dit, je voudrais profiter de ça, mais... Et en fait, plus j'avance dans la vie et plus je me dis, je ne veux plus d'enfant. Ok. Mais parce qu'en fait, je pense que je voulais un enfant pour les mauvaises raisons. En tout cas pour moi, mes mauvaises raisons. Dans le sens où je voulais un enfant pour guérir. Je voulais que cet enfant, il m'aide à guérir des choses qui ont été plutôt compliquées dans ma vie. Pour la faire courte, j'ai grandi avec un père alcoolique et j'ai subi des maltraitances physiques et émotionnelles. Et donc, je me suis dit que... je pense qu'inconsciemment, je me suis dit que je voulais réparer ça par ce biais-là et qu'il n'y avait pas d'autre moyen pour guérir que d'essayer de prodiguer ou d'avoir une éducation complètement autre. Pareil, j'ai eu des parents qui étaient très absents puisqu'ils étaient commerciaux, donc ils partaient le dimanche, ils revenaient le vendredi, c'est ma grand-mère qui nous gardait la plupart du temps. Donc moi je me suis dit, mais moi j'aurais un travail de 8h à 17h, où je serais avec mon enfant tout le temps. Voilà, donc j'ai compris plein de choses, puisque aujourd'hui ce n'est absolument pas ma vie, et que j'ai absolument pas voulu suivre le chemin de mes parents, et au final je suis exactement le chemin de mes parents, et c'est le chemin qui me correspond aujourd'hui, d'avoir une vie à 100 à l'heure, d'avoir une vie où on se concentre sur sa carrière professionnelle. Donc voilà, donc le sujet de la parentalité, chez moi il a beaucoup évolué. Ok. Qu'est-ce qui t'a fait changer ta vie? Est-ce que c'est quelque chose un peu du jour au lendemain? Ou est-ce que ça a été vraiment le travail de plusieurs années et vraiment la question s'est posée sur du long terme, on va dire?
Alors déjà, je pense que c'est tout le travail que j'ai fait de guérison avec ma psy, avec tout ce que j'ai mis en place aussi moi, de mon côté, pour aller mieux, puisque du coup, j'ai guéri pour moi et pas pour quelqu'un. Et en fait, du coup, maintenant, toutes les parts qui me semblaient vides ou pas complètes, je me sens complètement complète, je me sens complètement remplie et je n'ai plus besoin d'avoir quelque chose qui vienne me remplir autre. Et en tout cas, de manière... le mot, c'est pas négatif, mais cet enfant, mon Dieu, mais non. Enfin, j'aurais pas voulu qu'il arrive et qu'il ait à me remplir. Enfin, c'était pas son but. Son but, c'est de vivre sa vie. Et là, il aurait vécu une vie à vouloir guérir sa mère. Et après, je l'aurais reçu en transgénérationnel. C'était pas le but. Non, c'était pas le but. Donc, je suis très contente d'avoir évolué sur ce sujet-là. Je suis très contente que l'univers n'ait jamais mis sur mon chemin ce moment où j'ai dû me dire... je veux un enfant maintenant, voilà. Puis aussi, j'ai rencontré mon conjoint qui, lui, a une image de la parentalité qui est complètement différente, où il a à peu près la même image que moi, hein. Il m'a dit, je veux pas lui transmettre mes bagages, je veux pas lui transmettre toutes les choses compliquées, et donc en fait, tous les deux, on a beaucoup évolué là-dessus. Alors lui, du coup, il en voulait pas du tout, maintenant il en veut. Moi, j'en voulais, et du coup, maintenant, j'en veux plus. Mais bon, c'est toujours en discussion, les choses, je laisse la vie... aussi me montrer ce qui sera important et ce qui sera aligné. Aujourd'hui, je suis alignée avec le fait de développer mon entreprise et d'avancer plus, mais mine de rien, ça me travaille quand même, parce que là, aujourd'hui, je suis dans le centre bien-être. Ça sent le bébé, il y a plein de mamans enceintes, il y a mon petit horloge à l'intérieur qui fait peut-être ça pourrait être pour toi quand même. Mais bon, voilà, donc je laisse aussi un peu la spontanéité là-dedans, et de me dire ça arrivera quand ça arrivera. J'attends pas un déclic particulier, mais voilà. Mais je pense que ce qui m'a fait... C'était pas du jour au lendemain, c'est vraiment... Et puis je me suis trouvée. C'est-à-dire qu'avec mon entreprise, mais je suis tellement alignée, j'aime tellement ce que je fais, que je sens pas le besoin de... Enfin, et que je saurais pas si j'aurais assez d'amour et de temps à donner, du coup, à quelqu'un, parce que j'ai pas envie de rentrer à 18h pour voir mon enfant. En fait, j'ai envie de rentrer à 21h parce que j'ai travaillé, quoi. Donc, est-ce que vraiment c'est Et là, aligné? là, actuellement, effectivement, ce qui ressort de beaucoup de témoignages, c'est quand même la notion de concession quand on a un enfant. C'est ça. Et là, actuellement, De priorité, de concession, les priorités changent, devoir faire des concessions. Et là, actuellement, ce que toi tu décris, c'est que t'es là tout de suite pas prête à ça. C'est ça, exactement. Enfin, je m'en suis rendu compte parce que mon conjoint, du coup, garde souvent sa nièce. Et la dernière fois, il m'a dit, rejoins-moi quand t'as fini de travail. Et je l'ai rejoint, c'était 19h, hein, c'était pas non plus hyper tard. Et je lui dis, elle est où, Alba? Elle dort depuis longtemps. Je dis, donc en fait, si moi, je rentre là, qu'on a un enfant, je le verrai pas, quoi. Il m'a dit, non mais tu crois quoi, c'est un bébé. Bien sûr que à 19h, il dort et tu le verras pas. Et là, je me suis dit, non, mais vraiment, et je suis pas prête à faire aujourd'hui la concession de me dire, je vais plus au CrossFit, ou je ne finis pas à l'heure que je veux, quoi. Et quand je vois mes copines qui posent leur enfant à 8h, et qui vont déjà aller chercher à 11h, mais t'as le temps de faire quoi entre? Rien. Enfin, moi, je trouve rien. Laura fait exactement non de la tête. Non, tu n'as rien à penser. C'est impossible. Mais, et en même temps, du coup, je trouve que ton discours est plutôt sage. Parce que tu pourrais dire, allez, oui, c'est bon, enfin voilà, je suis en couple, mon conjoint veut un enfant, on fait un enfant, en plus c'est entre guillemets la suite logique des choses, et puis j'ai 30 ans, alors vraiment, il va falloir que je me dépêche. Et en même temps, là, t'as du mal à imaginer un enfant au milieu. Ah oui, vraiment. Enfin, je veux pas d'un enfant je veux pouvoir, le jour où je déciderai d'avoir un enfant, ça veut dire que j'aurai du temps complètement à consacrer à cet enfant-là. Et que j'aurai pas à choisir. Je veux pas choisir, c'est-à-dire que ce sera mon enfant qui passera en priorité. Et là, aujourd'hui, je sais que je vais devoir choisir entre mon entreprise et mon enfant, et j'ai pas envie... On parle d'un être humain. Hors de question qu'un être humain passe après quelque chose... une entreprise ou un travail, ou... Enfin, moi, en tant qu'enfant, je suis un peu passée derrière le travail de mon père, et j'ai pas envie de faire ça, de faire ça.
de reproduire ce schéma-là, en tout cas, avec mon enfant. C'est-à-dire que mon enfant, s'il faut que j'aille le chercher à 16h à l'école, j'irai le chercher à 16h. C'est aussi pour ça que j'ai monté mon entreprise, hein. C'est pour que là, je travaille, puis le jour où je me dis, allez, là, on commence à se dire qu'on se construit autre chose que l'entreprise, avoir son entreprise, ça permet aussi d'avoir un emploi du temps beaucoup plus flexible. Et donc, je pourrais faire tout ce que j'ai envie de faire. Mais là, j'ai encore trop de choses à faire pour moi. Et je voudrais jamais lui reprocher ça. C'est-à-dire que je voudrais jamais avoir cette chose que je ressens au fond de moi et de lui dire, voilà, j'ai eu un enfant, donc à cause de lui, entre guillemets, j'ai pas pu m'épanouir complètement dans ma vie professionnelle. Il y a peut-être des opportunités que j'ai pas pu prendre. Il y a peut-être des choix que j'ai pas pu faire. Et ça, c'est vraiment un discours, c'est-à-dire que c'est vraiment la question, mais est-ce que t'es obligé de sacrifier ta vie professionnelle quand t'as un enfant ? Il y en a plein qui disent non, tu trouves tes solutions. Moi, je suis persuadée que oui. Il y a un moment, tu peux pas être partout. Si tu veux faire les choses bien, en tout cas, dans les différents sujets, il y a un moment, tu peux pas être partout. Donc il y a un moment où il faut faire des choix. Et donc, construire une forte carrière professionnelle et évoluer comme moi je vois l'évolution, ça matche pas, quoi. Alors pour le coup, moi je suis bien en accord avec toi. Ou pour le coup, à chaque chose en son temps aussi pour moi, et effectivement sans ça, où je disais que je trouvais que ton discours sage, parce que je me reconnais dans ce que tu dis là. Et du coup, je vois Laura au bout de la table qui a fait, on va dire, exactement les deux en même temps, puisqu'on a ouvert l'entreprise en janvier 2024 et que ton petit en janvier 2024. est né en janvier 2024. Ah ouais. Donc t'as beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Ce qui change globalement, c'est quand même qu'on est deux dans l'entreprise. Avec Clémence, effectivement, toi, tu parlais du fait qu'on pouvait pas aller dans sa carrière, développer sa carrière, etc. si on avait un enfant. Effectivement, moi toute seule, je ne suis pas sûre que Explorescence pourrait en être là où on en est aujourd'hui. Concrètement, moi, il y a des soirs où je dois partir plus tôt parce que je dois aller le chercher, même si mon conjoint a quand même des horaires assez agréables, il faut se le dire. Mais s'il y avait pas Clémence, je suis pas sûre que j'en serais là aujourd'hui. Et en fait, c'est parce qu'on a cet équilibre-là, les deux, et que j'ai aussi appris à me foutre la paix, et à dire que c'était ok, mais parce que j'ai aussi cette collègue vraiment géniale. Du coup, ça permet aussi de trouver cet équilibre-là. Mais effectivement, toute seule, je pense pas déjà que je me serais lancée. Ok. Parce que seule en freelance avec un enfant... Ah ouais. C'est déjà insécurisant pour... Peut-être que si vous nous écoutez, peut-être que certaines d'entre vous l'ont fait, et bravo. Félicitations. Mais toute seule, je l'aurais pas fait, c'est sûr. Donc effectivement, j'entends, et en fait, je peux presque que te rejoindre sur ton point de vue de avoir un enfant et développer sa carrière professionnelle en étant à son compte, ça peut être compliqué. Pour moi, je trouve que effectivement, ça peut être... Alors, mon enfant n'est pas un frein. Mais ce que je veux dire, ça peut être un frein pour développer ta carrière. Bien sûr. Voilà. Et je comprends cette envie d'avoir du temps pour ton enfant. C'est ça. Et d'avoir du temps pour ton entreprise. Les deux s'entendent tellement. Et qu'aujourd'hui, à 30 ans, quand alors ça va, moi alors soit c'est le caractère que j'ai, que les gens n'osent pas trop poser des questions, soit c'est... mais moi ça va, je suis pas trop à même aux questions alors l'enfant c'est pour quand, t'as 30 ans, ça fait 5 ans que t'es avec ton conjoint, quand est-ce que tu nous fais un enfant, je l'ai pas trop cette question. Mais heureusement, parce que je pense que ça peut vraiment mettre une pression, et on a vite tendance à penser que quand on a envie de se concentrer sur sa carrière professionnelle, on est des personnes égoïstes, quoi. Parce que on ne suit pas le schéma de la société. Bon, après, en même temps, avec ce que je fais déjà dans la vie de base, je suis pas du tout le schéma de la société, donc la société, moi, c'est pas vraiment mon problème, mais du coup, ça peut mettre une certaine pression, et donc je pense qu'il y a certaines personnes qui s'autorisent pas aussi à se dire j'ai envie de développer mon entreprise, j'ai envie de penser à moi, j'ai envie de me prioriser. Chaque chose en son temps. Mais mes parents, ils attendent d'être grands-parents, alors faut que je me dépêche. Mon conjoint, il a vraiment envie d'avoir un enfant. Voilà, il y a plein de petites pressions qui peuvent venir aussi de l'extérieur. Donc là, si vous nous écoutez et que vous avez ces pressions-là qui arrivent. Concentrez-vous d'abord sur vous et ce qui est important pour vous, et pas sur ce que l'extérieur attend de vous. Si vous, au fond de vous, vous avez envie de développer votre entreprise, de vous placer en priorité, mais que ce soit une entreprise ou que ce soit un objectif sportif, que ce soit
complètement autre chose, que ce soit voilà des envies à aller grimper l'Himalaya, j'en sais rien, peu importe vos objectifs personnels, ne laissez pas l'extérieur vous mettre une pression sur quand est-ce que tu dois avoir un enfant, quand est-ce que tu dois te marier, quand est-ce que tu rentres en fait dans ce cadre et dans ce chemin. Il y a pas un chemin en fait. Ouais, mais j'ai aussi l'impression que avec tout ce qui est les difficultés à avoir un bébé actuellement et tout ça, j'ai l'impression que les gens peut-être peuvent aussi moins poser la question. En tout cas, notre génération, la génération de nos parents, de nos grands-parents, c'est autre chose, mais je trouve que notre génération, on n'est plus en bon alors, parce qu'en fait, on sait pas ce qui se passe dans le corps de la femme, dans le corps de l'homme et dans la vie du couple. Et que du coup on est peut-être aussi plus prévenant à ce niveau-là que les générations d'avant où bah c'est bon, t'es marié, t'as un enfant, t'es marié, t'as un travail, t'as une maison, bah et alors les chambres elles sont vides. Alors moi j'ai une question, on a déjà eu ce débat avec d'autres femmes, du coup je dirais d'une génération au-dessus de nous, voire même deux. Où justement nous on parlait de notre manière de voir les choses. Par exemple, moi je sais que je me dis c'est bien si j'arrive déjà à vraiment l'éduquer de manière à ce que il ne manque de rien, à ce qu'il soit au clair avec l'émotion, avec ce qu'il vit, avec ce qu'il ressent, enfin voilà. Je me dis déjà c'est bien. Clémence, toi t'avais parlé aussi de ta manière de voir la parentalité et où du coup t'avais à peu près... Moi je me dis déjà c'est bien aussi. Voilà. Où on se disait que nous la parentalité ça faisait vraiment partie d'une interrogation, de questionnement, d'un projet. Et en fait les générations d'au-dessus disent ouais mais vous vous rendez compte, vous avez perdu toute votre spontanéité. Et en fait, elle pouvait dire que, elles avaient fait un enfant, puis 2, puis 3, et que elles s'étaient pas vraiment posé de questions, et au bout de 3, elles se disaient, bon, allez, on va arrêter là. Voilà, mais que, en fait, il y avait pas eu tout ce cheminement, tout ce questionnement, enfin... Et du coup, je voulais savoir, toi, ton avis à ce propos, est-ce que, du coup, pour toi, la parentalité fait partie d'un projet et d'un questionnement, ou si c'est vraiment quelque chose de, puisque tu parles beaucoup d'intuition, quelque chose d'intuitif, de spontané, et donc, du coup, on y va, quoi. Je pense qu'un matin, je me lèverai, je me dirai, c'est le moment, quoi. Enfin, moi, je me connais, je suis comme ça, ce sera vraiment spontané. Un matin, je vais me lever, je vais dire, allez, c'est bon, là, on y va. Mais il y a aussi peut-être aussi des choses à prendre en compte, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avoir un enfant, je suis désolée, mais ça peut plus être spontané. Le prix, l'aspect financier, l'aspect... et puis il y a aussi peut-être qu'on a pris beaucoup de recul et que on a pris exemple sur nos familles qui sont au-dessus de nous et qu'on voit le mot dégâts, il est très fort, mais les carences émotionnelles que ça a pu apporter de se dire j'ai un enfant, pour avoir un enfant il faut qu'il aille à l'école et puis voilà. Enfin on se posait pas toutes les questions qu'aujourd'hui on se pose, mais aussi parce que du coup je trouve que notre génération elle est peut-être beaucoup plus connectée à qu'est-ce qui est important pour l'humain et la construction de l'humain. Et donc est-ce que une grande famille parce que ça se faisait beaucoup, mais de 9, 10, 11 enfants pour la construction d'un humain, est-ce que vraiment c'est juste? Est-ce que vraiment chaque humain personne ne va aucun ne va manquer de quelque chose, quoi, parce que chaque enfant est tellement différent que c'est difficile d'élever plusieurs enfants, mais de répondre vraiment à leurs besoins spécifiques en tant qu'un enfant et pas en tant qu'une fratrie. Enfin, voilà. Donc, je pense qu'il y a ça aussi, qu'aujourd'hui, nous, on a pris beaucoup conscience de ça. Et alors moi, je sais pas. Moi, j'aimerais un enfant. Je sais pas si j'en voudrais 2. La seule chose pour laquelle je me dirais que 2 enfants c'est bien, c'est que moi quand mon père est décédé, j'étais contente d'avoir ma sœur. Et que là je me dis, si ma mère vient à décéder, j'aurai ma sœur. Et on va s'entraider là-dedans, on va faire les démarches qu'il faut faire à 2, on va s'aider, s'épauler à 2 parce qu'on vivra la même chose en même temps, la perte d'un de nos parents, et du coup ce sera peut-être plus simple entre guillemets parce que t'as quelqu'un qui t'accompagne, donc ça c'était ma question de dire faire un seul enfant quand il t'arrive ces moments-là, c'est compliqué, quoi. Mais vraiment je me vois pas avoir 2 enfants, vraiment. Après je me dis que là pour le coup il y a quand même beaucoup d'enfants qui sont
on va dire, enfant unique dans une famille, donc seul enfant. Et du coup, le fait d'être seul enfant permet aussi d'aller chercher des personnes ressources, un environnement. Alors effectivement, la peine d'un être perdu sera pas la même, mais en même temps, du coup, en termes... l'enfant qui n'a pas de frère ou de sœur, souvent peut avoir de nombreux amis, peut avoir des cousins, des cousines... Enfin, voilà, il peut y avoir un environnement qui soit ressource et qui soit une réelle personne d'appui à ce moment-là. Complètement. Et puis la relation frère et sœur, elle est... Alors parfois ça se passe bien, puis parfois ça se passe pas bien du tout. Enfin, il y a tellement de choses qui rentrent en compte qu'on peut pas maîtriser. Mais pendant longtemps je me suis dit ça, mais aujourd'hui plus je grandis, puis je grandis aussi, voilà. Je me dis non mais un enfant, j'arriverai pas à apporter tout ce que j'aurais envie d'apporter à un enfant à deux enfants. Je sais pas, enfin c'est ma vision de voir les choses. C'est pas que l'amour pour moi enfin je veux dire on peut donner beaucoup d'amour. Oui, d'ailleurs, tu as 2 chats. Oui, j'ai 2 chats oui. Je donne beaucoup d'amour et qui ont des caractères très différents. Mais tu arrives à leur donner de l'amour à tous les deux. Exactement. Et surtout, je les respecte chacune dans leur comportement. C'est-à-dire qu'il y en a une qui adore les câlins, l'autre pas du tout. Bah, on respecte ce qui est juste pour les deux. Et donc, bah, le jour où j'aurai un enfant, je ferai ça. C'est-à-dire que mon enfant, il aime les câlins, bah, je respecte. Il aime pas, je respecte aussi. En fait, je me dis au bout d'un moment, quand il paraît que c'est super dur, hein, de respecter l'enfant qui aime pas trop les câlins. Ah ouais. Peut-être qu'on force un peu l'amour. Le consentement, oui, mais je crois que certaines mamans, des fois, ont du mal et forcent un peu l'amour. Au moins quand ils sont petits. Alors, non. Parce que maintenant, il parle et il dit « Non, maman, non, pas là !» Bientôt, il va dire « C'est mon corps, maman !» Donc non, là, maintenant, c'est fini. Ok. Mais après, je dis ça, mais le jour où j'ai un enfant, ça se trouve... voilà, puis il y a aussi autre chose, c'est de te dire que quand mon père est décédé, moi, j'ai développé des troubles anxieux sur le décès des gens que j'aime. Et donc, j'avais un gros problème avec le fait que ma mère, hein, c'est ma mère, hein, parte en voiture ou fasse quelque chose sans me dire ce qu'elle allait faire. Ça me mettait dans un état et je me dis mais mon enfant, en fait, il va falloir que je lui lâche la grappe, hein. Et je suis pas sûre d'y arriver. Je suis pas sûre de réussir à être détendue et de dire non, mais vas-y, t'as envie de faire ce que t'as envie d'aller à l'école tout seul. Non, j'y arriverai vraiment pas, je pense. Enfin, ça va être un gros travail autre de se détacher de qu'est-ce qui peut arriver aux gens qu'on aime, hein. Vraiment, ça va être compliqué. Ça va mieux parce que c'est ma mère ou mon conjoint et que je me dis c'est des adultes, mais là ça va être un enfant où j'ai la responsabilité. Trop dur, je pense. Évidemment, être maman, c'est être angoissée constamment. Ouais. Mais en même temps, d'après moi, la liberté, ça passe par l'expérience. Et s'ils ne vivent pas cette expérience, du coup, ils ne peuvent pas vivre cette liberté-là. Et je pense que je place la liberté au plus haut, en tout cas, moi, c'est ma façon de voir, la liberté au plus haut de ce que je pourrais espérer pour lui. Donc pour moi, c'est vraiment chose numéro 1, autonomie égale liberté. Et en fait, ça s'apprend. Évidemment que t'es angoissée. Quand ça va être ses premiers pas, oui, t'es angoissée, t'as peur qu'il se fasse mal, t'as peur qu'il se blesse, mais en fait, bah, il va se blesser, et puis... Ouais, et il puis... recommencera, et puis il se trompera, et puis voilà. Puis je le vois avec ma propre expérience, et que je sais bien que c'est les échecs. Les échecs, c'est un grand mot, hein, mais en tout cas, c'est les moments où je suis tombée, où ça a été compliqué, où j'ai vécu des choses difficiles, qui font qui je suis aujourd'hui, et ma force d'aujourd'hui, et ma façon de réfléchir d'aujourd'hui, et qui font que j'ai aussi trouvé le métier que je fais qui est complètement aligné. Donc, pour moi, il faut passer par ces moments-là pour grandir. Mais ça va être dur de le laisser passer par ces moments-là. Oui, parce que tu parles vraiment d'angoisse en plus. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et puis là, on est dans de la théorie, dans de l'hypothèse, et que si un jour ça se présente devant toi, tu seras devant le fait accompli, et puis en plus, là, toi, la manière dont tu imagines la parentalité, dont tu la projettes aussi avec ton conjoint, si je me trompe pas. Oui, bien sûr. Donc ça veut dire que vous serez 2, ouais. Et que c'est là où il y a la force du couple et du couple parental, je pense, où
Peut-être que, alors je prends l'exemple de Laura, mais peut-être que Laura parfois elle va être un peu ok sur certaines choses, que son conjoint lui va être un peu plus réticent, et donc du coup là il va y avoir du passage de relais et autres. On en a déjà parlé dans l'épisode qu'on a enregistré avec lui, la DME par exemple. Donc voilà, donc l'alimentation, le fait de manger les morceaux, où lui ça l'angoissait et où toi moins en tout cas, et où du coup là je t'en prie, va à côté, je gère là pour l'instant, et puis quand ce sera ok pour lui, pour moi et pour toi, et on sera à nouveau ensemble. Et ce passage de relais, quand il y a possibilité d'avoir ce passage de relais, est hyper important pour l'enfant. Puis pour le coup là, j'ai vraiment choisi un conjoint qui serait mais un père incroyable, bien mieux que, enfin bien plus aimant que moi, j'en suis mais persuadée. Je le vois avec les chats. Les chats, c'est toujours une bonne expérience. Ah mais oui, mais il va... Ça, qui le dis-tu? Il va... Par exemple, il rentre du boulot, moi la seule envie que j'ai, c'est foutez-moi la paix quoi. Et lui, non, on prend 1 heure pour jouer avec les chats parce qu'ils nous ont pas vus de la journée, donc on prend le temps, on joue avec eux. Il part, il vérifie bien qu'il y ait des croquettes, qu'il y ait de l'eau. Moi, je suis en mode, de toute façon, je reviens dans 1 heure, ils peuvent attendre, quoi. Ah non, lui, c'est, voilà. Et je le vois avec sa nièce, je le vois avec sa façon d'être. Et lui, il me l'a déjà dit, il m'a dit, mais arrête de stresser. Les choses, elles vont se passer comme elles doivent se passer. Enfin, pour le coup, là, on se complète vraiment bien là-dessus. Lui, moi, je suis la stressée, puis lui, il est celui qui déstresse. On a déjà parlé un peu de ça dans un des podcasts aussi, où justement, parfois, elle pouvait dire que le papa était beaucoup plus maternant qu'elle-même, en fait. Et enfin, en fait, je trouve qu'à partir du moment où il y a cet équilibre-là, après, peu importe, enfin, je trouve que c'est vraiment un équilibre à trouver et propre à chacun dans chaque couple. Complètement. Puis moi, je le vois dans notre couple, celui qui donne l'amour, c'est lui, hein. C'est pas moi, hein. Enfin, il y a un moment, faut être honnête aussi. C'est vraiment lui qui donne l'amour. Moi, c'est plus compliqué. Et je sais, enfin, j'en sais rien parce que j'ai pas d'enfant. Mais je sais que ça pourrait être, compliqué aussi de cette vulnérabilité. En fait, c'est la vulnérabilité. Et quand t'as un enfant, faut accepter aussi d'être vulnérable plus, quoi. On te regarde là toutes les deux, du coup on s'en remet à toi, Laura. J'ai pas la science infuse non, mais en termes de maternité. Oui, parce qu'en fait, pour moi, avoir un enfant, c'est une extension de ton cœur qui bat. Donc, si il va mal, techniquement, tu peux ressentir aussi ce mal-être, et puis on peut ne pas le comprendre. Enfin... Et du coup, ça amène à cette vulnérabilité où tu te dis, mais en fait, je comprends pas pourquoi je me mets dans tous ces états, alors qu'en fait, il y a rien, tout va bien. Enfin, c'est s'inquiéter, c'est angoisser, c'est se poser 10 milliards de questions, et puis en termes de femme, la grossesse, en termes de vulnérabilité, on passe par différentes étapes, par des moments de faiblesse physique, des moments de faiblesse chez le médecin, enfin voilà, c'est pas toujours simple aussi ce passage-là, donc effectivement en termes de vulnérabilité, ouais. Oui, toi du coup t'expliques aussi que tout ton passé ça a créé cette carapace entre guillemets, et effectivement un petit être qui arrive peut venir percer cette carapace, et ça peut être hyper effrayant, enfin en tout cas c'est ce que je crois entendre dans ton discours. Oui, c'est ça, c'est ça, et puis je sais pas, enfin je pense pas, je pense qu'aujourd'hui j'ai réussi à grandir là-dessus, mais j'aurais pas envie de reproduire les mêmes schémas, et je sais que inexorablement au fond de moi j'ai une colère qui est énorme, et j'ai pas envie de reproduire le même schéma que j'ai pu connaître. Alors j'en ai conscience, donc je me dis que, mais c'est ce que j'allais dire. Je sais que dans certains moments va falloir que j'arrive à me dire, Charlotte, là tu sors, parce que je peux être la colère chez moi c'est très très compliqué, donc en fait c'est que là moi j'ai fait toutes les hypothèses de tout ce qui pourrait mal se passer de la parentalité et de ce qui pourrait être compliqué. Je sais qu'il y aura des choses géniales. C'est ce que j'allais dire. Et alors là effectivement on a décrit, on a pas un tableau. Et du coup, si tu projettes une parentalité, est-ce qu'il y a des aspects positifs est-ce qu'il y aurait des aspects positifs à ça? Ah mais il y aura énormément d'aspects positifs. Ça va être une expérience qui va être, je le sais,
inexplicable. Je pense que vraiment, tant qu'on n'a pas d'enfant, on peut pas savoir ce qu'on va ressentir, les choses comment elles vont se passer. Et puis je pense que ça va être aussi une autre étape de ma vie où je vais apprendre d'autres choses, où je vais certainement comprendre mes parents aussi sur certaines choses. Et ça va être hyper positif d'avoir cette transmission et d'avoir un petit être à accompagner sur les différents chemins de sa vie, et puis de connaître mon conjoint en tant que père, de connaître ma mère en tant que grand-mère. Enfin, je m'imagine, et pourtant je m'imagine déjà faire les surprises. Oh, je suis enceinte. Enfin voilà, notre rêve avec ma meilleure amie, c'est d'être enceinte en même temps. Donc on se dit hein, quand on commence de faire les tests. Mais je sais que ça va apporter. Enfin, je le ressens que ça va être. Enfin, je vois des vidéos de bébés, je pleure. Enfin, il y a quelque chose quand même au fond qui m'appelle et qui me dit ça va être incroyable. Mais il y a tout ce nuage de toutes les choses auxquelles j'ai pensé qui me dit oui, mais ce serait incroyable pour toi en tant que personne égoïste parce que tu veux un enfant, ou pour cet enfant. Est-ce qu'aujourd'hui tu arriverais à rendre sa vie incroyable, ou en tout cas les premiers moments de sa vie, quoi. Parce qu'après il fera sa vie comme il a envie de la faire. Alors, 2 choses. Déjà, c'est pas une obligation d'avoir un enfant. Oui, non, mais c'est on clair. le redit, hein, effectivement, voilà. Et autre chose, c'est aussi que si toi t'es déjà en alerte par rapport à ça, à te dire comment est-ce que je pourrais être une bonne maman, comment est-ce que je pourrais... si déjà t'as ces questionnements-là et que tu es alerte là-dessus, je pense que tu seras d'autant plus vigilante que d'autres personnes qui peut-être ne se sont jamais posé la question, parce qu'il y a quelque chose peut-être de plus instinctif chez ces personnes, parce que voilà. Oui, c'est vrai. Mais le fait de se poser la question, en général, on dit qu'il y a déjà la moitié du chemin de fait. Oui, non, mais c'est sûr. Tu parlais du moi d'abord, mais pas de manière égoïste. Enfin, en tout cas, dans ton discours, c'est pas ce que j'entends, mais plutôt dans quelque chose de construit pour toi, de base solide. Est-ce que tu penses que c'était une étape importante pour toi et décisive, justement pour en arriver là et à se dire que ma carrière, puis ensuite un enfant, est-ce que pour toi c'était des étapes importantes? Oui, c'était important. Déjà, c'était avant ma carrière, parce qu'au final ma carrière, ça fait 1 an et demi que je me suis dit bah oui, j'ai envie d'avoir une carrière professionnelle importante. C'était déjà ma construction personnelle et émotionnelle, et d'aller guérir des parts de moi avant d'avoir un enfant, pour tout simplement pas lui transmettre. Et que cet enfant il naisse avec ce qu'il a besoin et ce qu'il a envie de naître. Alors il va naître avec du transgénérationnel comme tous, des choses qu'il aura à travailler, des choses qui vont être compliquées pour lui ou elle, mais moi d'avoir fait tout ce chemin-là, j'aurai les clés pour l'accompagner dans les moments où il y aura des moments plus compliqués, c'est-à-dire que j'aurais aucun mal à lui dire d'aller voir une psy un jour où il en aura besoin. J'aurais aucun mal de l'accompagner, faire des séances de réflexologie plantaire, de la sophrologie, qui se fasse accompagner par différentes personnes pour son évolution et pour aussi sa construction personnelle qui ne sera pas la même construction que moi. Et du coup, je trouve qu'aujourd'hui, ça me permet d'avoir ce recul-là, d'avoir guéri, d'avoir pris soin de moi. Ça me permet d'avoir ce recul-là pour dire, maintenant je pourrais être accompagnant et je serai plus dans la même recherche que j'étais il y a longtemps, du coup il y a plus de 14 ans, où je me disais, je veux qu'il guérisse les parts de moi. Là, du coup, non, il aura rien à faire en fait. Il aura juste à vivre sa vie. Et moi, du coup, je serai l'accompagnant qui va l'aider à vivre sa vie. Avec les armes. Avec mon expérience, et puis il fera ses propres expériences, avec l'expérience de son père aussi, parce que je suis pas toute seule. Mais au moins, on est 2 adultes qui sont solides dans leur base, quoi. Ce qui me saute aux yeux quand tu parles, c'est vraiment la priorité de la santé mentale. Ah oui. J'allais y venir aussi. Ouais. Du coup, on est secouristes, premier secours en santé mentale. Avec Clément, c'est quelque chose qui nous touche et qui nous parle beaucoup.
Et quand tu dis j'hésiterai pas à lui dire d'aller voir un psy s'il a besoin d'aller voir un psy, ou elle, ou d'aller voir d'autres professionnels pour se faire accompagner, effectivement, enfin, casser ce tabou-là et de se dire que toi, par ton expérience, tu as pu t'autoriser à le faire. Du coup, ce sera quelque chose de forcément naturel aussi pour lui ou pour elle. Et ça, je trouve que c'est important. C'est pour ça que je fais cette petite aparté sur la santé mentale. Ça craint pas de se faire accompagner, au contraire. Ah non, moi j'ai connu la dépression. Aujourd'hui, ma mère m'a sauvée. C'est-à-dire que ma mère, elle est, pour vous la faire court, il y a l'univers et dessous il y a ma mère. Mais en gros, ma mère, elle a toujours été un peu en dehors du cadre de sa génération et de ce qu'on attendait d'elle. Elle a toujours, elle a toujours dépassé tout ce qu'on pouvait attendre d'elle. Et donc le jour où elle a commencé à pas aller bien, elle s'est pas posé 15 000 questions. Elle a dit je vais aller voir une psy. Et donc elle avait déjà ce cheminement-là qui a fait que c'est elle un jour qui m'a pris entre deux yeux et qui m'a dit non mais là Charlotte, tu es en dépression, tu vas aller voir une psy, tu vas te faire aider. Et aujourd'hui, si j'en suis là dans mon parcours, c'est grâce à elle et grâce à cette facilité qu'elle a eu à dire moi j'ai connu des périodes très compliquées, là maintenant c'est à toi d'aller te faire accompagner, il faut y aller quoi. Et la santé mentale c'est beaucoup trop banalisé, exactement. Moi je le vois aujourd'hui en soins, hein. Le nombre de personnes qui auraient eu besoin de se faire accompagner et qui ont pas eu les ressources, ont pas eu peut-être aussi les moyens, c'est possible, hein, parce que ça peut être financièrement ça peut coûter cher, mais aujourd'hui je trouve quand même que il y a plein de choses qui sont mises en place pour au moins déjà avoir un petit accompagnement qui est déjà à reconnaître en fait que la santé mentale, c'est une il y a des maladies, c'est vraiment c'est pas juste ça va pas, c'est pas juste on pleure 5 minutes. C'est pas juste, ah non mais allez, mets-toi un coup de pied au cul, ça va aller. Ça, c'est des choses que j'ai entendues pendant ma dépression. En fait, venant en plus d'un membre de ma famille, elle me disait, allez, fous-toi un coup de pied au cul, ça va aller. Moi, j'avais juste une envie, c'était de me foutre sous un train. Il y a un moment, il faut aussi comprendre que la santé mentale, ça se voit pas. Sur le corps, ça se voit pas, mais ça te détruit, vraiment, à l'intérieur. Donc quand tu n'es pas accompagné, il peut se passer des choses aussi graves qu'une maladie, et puis même ça te change pour la vie, quoi. Vraiment. C'est vrai que quand on prendra soin de la même manière de la santé mentale que de la santé physique, que les troubles alerteront au même stade, ce sera un vrai combat de gagner. Parce que effectivement actuellement on est sur ça va, et puis en plus là elle est pas en dépression, elle sourit. Oui, c'est ça. Puis là, elle est sortie ce week-end, j'ai vu sur Instagram. Elle est en arrêt de travail pour dépression, mais j'ai vu sur Instagram, elle a mis une story samedi soir, elle était au bar avec ses copines. C'est très très drôle que tu dis ça, parce que justement, ce membre de la famille, c'était ma grande sœur, avec qui j'ai coupé court, puisque du coup, il y a des choses qui m'ont montré que la vie, qu'on n'était pas du tout alignés sur les mêmes choses. Tu as combien de sœurs, du coup ? J'ai une vraie sœur, entre guillemets, et 3 demi-sœurs. Ok. 2 que je connais pas trop parce que j'ai appris leur existence, elles avaient déjà 19 ans. Ok. Et une grande sœur avec qui j'ai été un peu élevée, que je voyais les week-ends, et qui a été pendant très longtemps mon idéal. Et après, je me suis rendu compte de plein de choses. Ma grande sœur, elle était mince, elle était mannequin, elle était aimée par tout le monde, elle est belle. Et moi, je me suis toujours dit, mais tant que je suis pas comme Julie, moi, je suis rien, quoi. Je suis grosse, je suis pas jolie, j'ai des lunettes, j'ai un appareil dentaire, mais j'ai beaucoup évolué, hein, je pense plus du tout comme ça. C'est bien. Et donc j'ai coupé court avec cette relation. C'est ma psy qui m'a beaucoup aidée à me faire comprendre qu'il y avait des choses qui étaient pas justes. Et là, j'ai appris le décès de mon grand-père, et donc on est revenu en contact. Et elle m'a envoyé ce message en me disant c'est vrai que j'ai banalisé ta dépression parce que je voyais bien sur Instagram tu t'amusais bien. Donc c'est très drôle que tu dis ça, parce qu'en réalité c'est vrai. Les gens se fixent sur non mais elle rigole avec sa meilleure amie sur Instagram. En fait tout va bien. Non en fait.
Oui, c'est peut-être juste mes 30 secondes de répit. Ouais, et puis sur Instagram, on va pas mettre... Enfin, sur les réseaux sociaux, et puis dans la vie. Et puis sourire, ça n'efface pas tout le mal-être. C'est ça. En fait, c'est pas... C'est ça. C'est pas... C'est pas aller bien. C'est pas aller bien, en fait, sourire. Et puis on a une mauvaise image des gens qui sont en dépression, c'est-à-dire qu'on va se dire c'est des gens qui se lavent pas, qui restent dans leur canapé, qui bougent pas. Il y en a pour qui c'est le cas, parce qu'il y en a pour qui c'est vraiment compliqué. Et en fait, moi, on a sous-estimé parce que j'allais travailler, j'allais au sport, enfin, je veux dire, j'ai des amis. L'hyperactivité. Ouais, voilà, c'est ça. Ça peut aussi être un signe Ah bah, de je dépression. faisais 15 heures de crossfit par semaine, je pense que... Bah voilà. Niveau hyperactivité, on était bien. Ah bah, par contre, j'étais bien physiquement. J'étais musclée. Mais alors, par contre, à l'intérieur, j'étais détruite. Puis surtout, ça m'évitait de penser à tout ça, jusqu'à ce que ma mère, elle me prenne vraiment face au mur. Elle m'a dit... Là, c'est fini, tu vas consulter. Si ma mère, elle me l'avait pas dit, même moi, je me serais même pas rendu compte que il y a des choses qui allaient pas, quoi. Mais toi, en termes de symptômes ou quoi, tu t'es pas dit, oulala, ça déconne un peu en ce moment, c'est pas fou, il faut que j'aille voir... Bah, mon problème, c'est que je suis hypersensible. Donc, en fait, moi, stop, c'est pas un problème. Ah, ouais. Ok. Non, mais en fait, c'est mon problème. Ceci n'était pas une agression. Oui. Autant pour moi. En fait, non, ce n'est pas un problème, c'est un problème quand tu ne sais pas gérer tes émotions et que tu le connais, que tu ne le sais pas, parce que moi j'ai appris que j'étais hypersensible quand j'ai vu ma psy et qu'elle m'a dit mais Charlotte, vous avez plein de troubles, c'est-à-dire que vous êtes hypersensible, on va tester le TDAH, enfin en fait il y a plein de choses qui montrent que oui vous pouvez pas vous sentir complètement bien en société et qu'il y a des choses qui vous impactent trop, qui sont très compliquées, mais parce que vous réfléchissez vraiment pas pareil que les autres et c'est normal, c'est votre constitution qui est différente. Et déjà ça, mais ça m'a fait un bien parce que moi je me suis dit mais je suis folle, pourquoi moi je réfléchis comme ça et tout le monde autour de moi réfléchit autrement, j'ai un problème quoi. Et en fait dans cette hypersensibilité, j'étais tout le temps tout était très fort, j'étais tout le temps soit tout le temps très triste ou tout le temps très joyeuse, ou j'avais tout le temps des moments où j'étais pas très bien, où j'avais des gros moments de colère, donc en fait je me suis dit c'est moi, je suis comme ça. Et puis ma mère elle a quand même élevé un enfant, elle m'a élevé, donc elle a bien vu au bout d'un moment que non, c'était plus que ça, et que il y avait des choses qui étaient compliquées, mais non, je l'ai pas vu venir. En fait, je restais dans mon lit toute la journée. Mais ça, moi, je me disais, mais non, mais parce que j'ai rien d'autre à faire. Et puis j'avais aucune ambition. Et puis je pleurais tout le temps, mais je me disais, mais c'est parce que je regardais des trucs tristes. Et non, c'est parce que vraiment, j'allais pas bien du tout, quoi. Mais à côté de ça, je me disais, ça va, puisque je vais travailler, au travail, ça va, enfin... Et à partir du moment où la psy, elle m'a dit, non, mais là, vous êtes vraiment en dépression. Je dis, oui, là, je crois que oui. Et à partir de là, je m'en suis rendu compte, et là, ça a été la descente aux enfers, par contre. Okay. Parce qu'à partir du moment où tu te rends compte... En fait, le jour où vraiment ça a été le plus compliqué, ça a été le... d'ailleurs, ça fait partie un peu de la parentalité, puisque ça a été le jour de mes 27 ans, où je me suis dit, putain, j'ai 27 ans, j'ai pas d'enfant, je vis chez ma mère, j'ai une entreprise, parce que j'avais mon entreprise de maquillage, mais c'était en plein Covid, du coup, qui fonctionne pas, là, je me retrouve à faire un job que j'aime pas, c'est quoi ma vie? Et là, vraiment, mon cerveau, ça m'a fait peur, il a switché, c'était noir, et là, j'avais qu'une envie, c'était de mourir. Mais vraiment, c'est horrible, c'est très dur, mais mon cerveau, c'était la seule option, ça a été ça. Et là... Je pense que c'est important de poser les bons mots, justement. C'est dur, peut-être, à entendre, mais je pense que c'est important de poser les bons mots, effectivement, où tu dis que t'avais envie de mourir. Mais j'ai vraiment vu ce switch, mon cerveau qui a fait clac, et là, il n'y a plus rien qui compte. Et là, il faut trouver une solution, et là, c'est fini. Et vraiment, ça m'a fait peur, parce que là, je me suis dit... J'ai toujours tenu, j'ai pas pris les antidépresseurs, j'ai pas pris les anxiolytiques, j'ai toujours essayé de tenir. Et là, j'ai vu que c'était plus moi qui contrôlais, c'était vraiment dans le cerveau, j'ai vu que c'était tout noir. Et là, vraiment, alors là, moi, je pense que c'est l'univers, c'est mon père, c'est je sais pas qui, mais là, ma psy m'appelle. Elle ne m'appelle jamais. Jamais. Et là, elle m'appelle, me dit oui, Charlotte, je sais pas pourquoi, j'avais besoin de t'appeler, est-ce que ça va? Je lui dis, là, ça va pas du tout. Elle me dit, viens tout de suite au cabinet. Mais merci, madame. Ah, mais. Ouais. Malheureusement, aujourd'hui, elle est décédée. Ça a été une étape aussi très, très difficile. Mais elle m'a sauvé la vie. Hein. Vraiment, mais ce jour-là, je pense que pour elle, c'était anodin. En plus, elle appelle jamais. Elle dit, j'appelle jamais, mais là, je me suis dit, il faut que je l'appelle.
c'était important. Et puis il y avait ma sœur chez moi qui m'a dit tu veux que je t'accompagne dans ta voiture, tu veux que je conduise tout en fait s'est mis pour que, parce que ma sœur, mais c'est pareil, ma sœur jamais elle me dit est-ce que tu veux que je t'emmène ou que je t'accompagne chez la psy, quoi. T'avais aucune raison de dire non. Ah non, ah bah là, mais de toute façon, là j'avais aucune, déjà j'arrivais même plus à parler parce que j'avais un objectif. J'ai vraiment vu le switch, et donc avec la psy, elle me l'a... Ben, déjà le fait qu'elle m'ait appelé, ça m'a déswitché. J'ai dit oh Charlotte, là tu fais quoi? Et ça a été vraiment ce jour-là où je me suis dit là il faut guérir, là il y a des choses à mettre en place, là tu peux pas rester comme ça, c'est pas possible. Et ça a été vraiment de me dire 27 ans, j'ai pas d'enfant, alors que pourtant ça a été mon but de ma vie. Je rencontre personne, il y avait tellement de choses qui ont fait que ça a été le jour de mon anniversaire, je me suis dit en fait t'as raté ta vie, 27 ans. Et pourtant c'est faux, hein. Vraiment c'est faux. Mais tu pouvais pas voir ça à ce moment-là, non, puisqu'en fait ton objectif d'adolescente de 16 ans, ouais, c'était avoir un enfant pour guérir. Ouais, c'est ça. Finalement, tu te retrouves à 27 ans, t'es pas guérie, t'as pas d'enfant. J'ai pas de conjoint, j'ai même pas de maison, j'ai rien. Et où du coup, effectivement, en fait, entre toutes les attentes que tu as mis pendant presque plus de 10 ans, et ce bilan-là, ça peut effectivement être violent. Et ce réflexe-là, justement, de se dire, ok, je vais prendre du temps pour moi d'abord. Moi je dis bravo, parce que c'est pas simple. Tu vois, à un moment donné tu parlais de quand tu as contacté ta psy pour la première fois et que t'avais vu tout ce qui n'allait pas, que ça a été vraiment une descente aux enfers pour toi. Moi je pense que ça peut être compliqué pour certaines personnes, justement, ce passage-là, parce qu'ils savent. En fait, les personnes qui ont une dépression ou d'autres pathologies savent. Mais du coup, il faut oser ce changement, et c'est pas toujours simple, en fait. Non. La guérison, c'est très dur. C'est très très dur, parce que du coup, moi, clairement, elle a pris le pansement, elle l'a enlevé, et là, j'étais à vif sur tout. Tout était... Parce que, du coup, tu te mets une carapace pendant ces années, tu te blindes. Puis moi, c'était vraiment mon tempérament, c'était me blinder, réagir par la colère, réagir par l'impulsivité. Et en fait, là, elle est arrivée, avec une séance, elle a pris tout ce que j'avais mis, elle l'a enlevé, et elle a dit, maintenant, faut guérir. Parce qu'en fait, c'est comment tu guéris, c'est parce que tu fais ressortir les choses qui sont compliquées. Donc, tu revis tout ce qui est compliqué, puis surtout, tu te prends moi, en tout cas, ça a été mon expérience, c'est que je me suis pris une claque de, là, ça fait 2 ans que ton père, il est décédé, tu t'es même pas posé 2 secondes pour te dire que ton père était décédé, quoi. Enfin, oui, et en fait, c'est qu'on est dans la vie, on avance, et puis il y a ces moments-là où on se dit, ça va être compliqué, mais... Et c'est pour ça que c'est bien qu'il y ait des solutions qui existent pour les gens, par exemple comme les antidépresseurs, les anxiolytiques, tout ça. Moi, ça a été j'ai pas voulu en prendre parce que j'ai pas envie, mais ça veut pas dire que c'est quelque chose à suivre. Chacun fait comme il peut, comme il veut, et comme il a envie de faire dans son chemin de guérison. Mais je suis bien consciente que pour certaines personnes, c'est difficile de franchir ce deuxième rendez-vous, parce que ce soit avec un psy ou que ce soit avec n'importe quelle méthode d'accompagnement, le deuxième rendez-vous, c'est souvent celui-là où on vient montrer tout ce qui est dur, on a vécu le mois qui attend, donc on met en lumière aussi tout ce qui pourrait être compliqué, et donc c'est complètement normal aussi de ne pas être prêt à guérir. On sait ce qui va pas, et c'est normal aussi parfois d'avoir besoin juste de temps et de se dire ok, là c'est bon, là c'est le moment que je prenne soin de moi. Ouais, et je me permets de rappeler le numéro 3114, qui est un numéro gratuit d'assistance 24/24, 7 jours sur 7, en cas de crise suicidaire, de choses comme ça. Chacun peut appeler pour simplement être écouté, et si besoin, même normalement, des secours peuvent être envoyés à la personne si l'univers ne met pas sur sa route son praticien au moment où il faut. Ouais. En tout cas, le 3114 existe, et gratuit et disponible. Vous pouvez aussi retrouver des informations sur psycom.org
un site internet en lien avec la santé mentale, justement pour s'informer, quel type de professionnel on peut aller voir, et puis des tas de ressources, que ce soit des podcasts ou des vidéos à écouter ou à visionner. Voilà. Merci pour ta sincérité. Avec plaisir. Le podcast arrive bientôt à sa fin. Charlotte, comment est-ce que tu voudrais conclure ton podcast? Un mot pour la fin, une phrase. Déjà, merci beaucoup à toutes les deux de m'avoir laissé ce temps de parole. Au final, on devait parler de la parentalité, on a parlé de plein d'autres choses, mais je pense que ça se rejoint parce que peut-être qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui va écouter et qui va se dire « Oh, oui, c'est bon, je peux souffler. En fait, je descends cette pression. Je me fous la paix. Il y a déjà suffisamment de choses qui sont compliquées dans ma vie. Les choses, elles se passeront comme elles se passeront. Si aujourd'hui ça va pas, je peux me faire aider. Ou alors si y a des choses qui peuvent être mises en place pour aller mieux, même que vous soyez parents ou pas, ou parents de chat comme moi, il y a plein de solutions qui s'offrent à vous, que ce n'est pas parce que vous êtes parent que vous êtes un super héros et que vous pouvez pas par moment flancher. Donc il faut pas hésiter aussi à avoir recours à certains professionnels ou thérapeutes ou tout simplement dire en fait que ça va pas et que parfois on est dépassé par les événements et que tout est juste tout le temps, et voilà. C'était une très belle conclusion, merci beaucoup. Merci beaucoup Charlotte pour ta confiance. Merci pour les échanges. Merci aussi à toi Laura. Merci à toi Clémence. Et merci également à vous qui nous écoutez, vous êtes de plus en plus nombreux et nous on est ravis. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute ainsi que sur nos réseaux sociaux. Et puis au plaisir de vous retrouver pour d'autres épisodes. À bientôt. À bientôt.